Ce dossier, il sent l'escroquerie, l'abus de faiblesse et détournement d'héritage. Un document d'Ève Bartoli. Ma mère et moi, une soirée dansante. Ma mère et moi quand je suis petit. Quelques photos et des souvenirs. C'est tout ce qui lui reste de sa défunte mère. Jackie aurait pourtant dû hériter d'une maison avec piscine dans le sud de la France. Un membre de sa famille serait passé avant lui et aurait capté son héritage. Comment a-t-il fait? Pourquoi Jackie n'a rien vu? Jackie a toujours été très proche de sa mère Liliane, d'abord parce qu'il était fils unique, mais surtout parce qu'elle l'a élevé toute seule. Selon Frédéric, le fils de Jackie, leur relation serait même fusionnelle. Ah, c'était l'osmose. C'était vraiment l'amour. Hein. Ils se quittaient jamais. À tel point qu'à 34 ans, Jackie vit toujours chez sa mère avec son fils et sa femme Babette. Cette dernière, cette année-là, aurait décidé de couper le cordon ombilical. Nous avons décidé de déménager parce que ma belle-mère était une femme adorable, formidable, mais c'est vrai qu'elle était un petit peu trop dans notre ménage. J'avais mon fils qui avait 8 ans, donc j'ai quand même incité et décidé mon mari à déménager. Et nous avons habité une petite maison à, disons, à 800 mètres de la villa. Est-ce qu'elle l'a mal pris, ça? Pas du tout, non. Non. Un petit peu? Non. Non, parce Alors, nous avons la version de madame et la version de monsieur. Non. On va écouter la version de monsieur, également. Elle avait beaucoup d'emprise sur moi. Donc c'est vrai que ça gênait. On était quand même tous les week-ends à la maison, avec elle. On faisait tout ensemble. On était toujours... Et à son âge, ça a dû quand même être un choc de voir partir, quoi. Oui, ça lui a fait un petit quelque chose à l'époque. Peut-être plus pour mon mari que pour moi. Ah oui, ça, j'en doute pas une seconde, oui. C'était son fils qu'elle perdait. Oui. Allez, on regarde la suite. Liliane renoue avec son ex-mari, le père de Jackie. Ce dernier s'installe chez elle. Entre les deux hommes, selon Babette, les relations seraient tendues. Mon beau-père et mon mari avaient des relations très houleuses. Pour la moindre des choses, ils s'engueulaient sans arrêt. Et ma belle-mère prenait toujours la défense de mon mari. Et mon beau-père était quand même assez jaloux de son fils, parce que sa mère faisait passer son fils avant tout. Chaque discussion, c'était la guerre. Jamais d'accord avec moi. Il faut dire, si je peux me permettre, son père a fait la connaissance de son fils, il avait 20 ans. Il l'a reconnu à 20 ans. Voilà, il ne l'avait pratiquement Jamais vu. jamais vu. Qu'importe les disputes, le plus important, c'est de préserver les liens familiaux. Nous avons gardé toujours les mêmes relations. Nous passions les week-ends, les fêtes. Nous étions pratiquement toujours en famille à la villa. En 1994, Liliane est victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est dans un état critique. Elle était dans le coma, avec des tuyaux partout. Elle était très abîmée. Quelques jours plus tard, Liliane reprend conscience. Babette se souvient encore dans quel état elle a retrouvé sa belle-mère. Ma belle-mère était déchaînée. Elle était en robe de chambre, elle avait préparé sa valise. Elle m'a dit, Babette, fais-moi sortir de là, je veux rentrer à la maison. Elle s'est échappée de l'hôpital, on lui a couru après. Bon, elle se sentait persécutée, voilà. Mais par qui, par quoi elle entendait des voix. C'était peut-être, je pense déjà, un commencement de sénilité. Un diagnostic partagé par les médecins. En effet, dans leur compte-rendu, ils parlent de démence débutante probable. 15 jours plus tard, Liliane sort de l'hôpital, elle a besoin de soutien. Malheureusement, son fils et son petit-fils ne peuvent pas l'aider, ils tombent tous les deux gravement malades. Mais Liliane peut compter sur sa descendance. Babette, Jackie et leur fils vont dénoncer ce viager. Elle nous a dit, ne vous laissez pas faire, défendez-vous, parce que tout me laisse penser qu'il y a un détournement d'héritage. Un détournement d'héritage au profit d'une seule et même personne, un proche qui n'a pas prévenu Jackie du décès et de l'enterrement de sa propre mère.
Vous avez peut-être fait ce qu'il fallait pour l'enterrement, mais vous l'avez enterré comme un chien, pire. C'est aussi cela la famille. Et juste après, vous verrez comment une mère de 5 enfants s'est retrouvée mise à la porte de chez elle par des membres de sa propre famille. C'est quelque chose d'intolérable. C'est toujours pareil, les familles sont toujours soudées jusqu'à ce qu'on mette 1 euro sur la table. Et puis alors là, on se bat, on se déchire. Sans aucun doute, spécial affaire de famille, à suivre dans un instant. Il y a quelques instants, nous découvrions Jackie dont l'héritage aurait été spolié par un proche. Voici la suite de notre enquête. Ma belle-mère était déchaînée. Elle était en robe de chambre, elle avait préparé sa valise, elle m'a dit « Babette, fais-moi sortir de là, je veux rentrer à la maison ». Elle s'est échappée de l'hôpital, on lui a couru après. Bon, elle se sentait persécutée, voilà. Mais par qui, par quoi elle voyait, elle entendait des voix. C'était peut-être, je pense déjà, un commencement de sénilité. Un diagnostic partagé par les médecins. En effet, dans leur compte-rendu, ils parlent de démence débutante probable. 15 jours plus tard, Liliane sort de l'hôpital, elle a besoin de soutien. Malheureusement, son fils et son petit-fils ne peuvent pas l'aider, ils tombent tous les deux gravement malades. J'avais une priorité, c'était quand même mon fils qui a une maladie très lourde en traitement. Donc ma priorité, c'était mon fils. Et parallèlement, mon mari était très malade. Il avait eu beaucoup d'embolies pulmonaires, des problèmes aux jambes qui l'empêchaient de se déplacer. Là, madame, je me mets à votre place, mais vous avez dû passer une période entre l'hospitalisation de la maman, où on pense qu'il y a peut-être un état de démence, votre mari qui est très malade, votre fils qui est très malade. Où vous avez trouvé la force de mener tout ça? J'ai assumé. Je l'ai fait. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc il fallait bien que je me batte de tous les côtés. Là-dessus, on découvre que j'ai un cancer de la prostate. Donc ça me met vraiment à plat, encore pire que le reste. Nous sommes en 1998. Liliane fait un deuxième accident vasculaire cérébral. C'est à ce moment-là, selon Babette, que des membres de sa famille, originaires de la région parisienne, se seraient installés quelque temps chez elle pour l'aider. Ils sont descendus pour voir ma belle-mère et mon beau-père, bien sûr. Mais il faut dire que ces membres de la famille avaient d'autres membres de la famille sur la Côte d'Azur qui tenaient un restaurant. Pas très loin de la villa du Rouret. Donc, ils ont joint l'utile à l'agréable, disons-nous. L'année suivante, selon Babette, ils seraient revenus, mais cette fois-ci, ils auraient décidé de rester et d'habiter dans la maison de Liliane. Fin 99, un des membres de la famille invite Jackie au restaurant. Selon lui, il aurait quelque chose d'important à lui dire. Il me rappellerait toujours qu'il m'a tapé dans le dos pour me dire « Tu es comme mon frère, tu vas comprendre ». Alors là, il me dit « On a pris la maison. On a pris la maison à Viager ». Eh ben, ma réaction, c'est de lui demander simplement « Daniel, combien tu l'as payé ?» Et il me répond « Ça ne me regarde pas ». Et j'ai posé la question sur le bouquet, et là, il me répond pareil. Ça c'est... Je verrai plus tard, voilà. Je verrai plus tard. Maître Olivier, il nous faut maintenant expliquer à nos téléspectateurs, donner quelques précisions sur ce viager et ce qu'est le viager. Donc effectivement, un viager, cette dame a le droit de garder sa maison, d'y habiter, et quelqu'un va l'acheter tant qu'elle est vivante, paiera un loyer tous les mois, et quand elle sera morte, eh bien, si c'est plus tôt, évidemment, il fait une affaire, si c'est très tard, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, le viager, c'est ainsi que ça se passe. La propriété de celui qui achète ne devient finalement propriété qu'à la mort de celui qui vend, et donc de la grand-mère. Et pendant ce temps, la grand-mère continue de vivre dans cette maison. C'est ça, un viager. Alors, dans le viager, il y a aussi autre chose, il y a ce qu'on appelle le bouquet. C'est-à-dire que ça serait parfois trop facile de dire, bien, je donne 500 € par mois tant que vous vivez, le jour où vous décédez, la maison est à moi. Si ça se fait très vite parce que la personne est en bonne santé, vous pensez bien qu'il y aurait des affaires extraordinaires. Donc, on a prévu ce qu'on appelle un bouquet, c'est-à-dire une somme que l'on donne dès le début et qui, elle, sera gardée de toute façon. Tout à fait. Et là, cette somme, au regard... Elle est de combien, cette somme, le bouquet? De 24 000 €. Bien. Pourquoi je n'ai pas été prévenu avant? Pourquoi on m'a rien dit? Même on pouvait venir me voir, me dire bonjour, même à l'hôpital ou autre, et puis m'en parler. Tout le monde savait où j'étais. Donc on aurait pu me parler et me dire tiens, on a l'intention de faire ça, me tenir au courant, pour savoir ce que j'en pensais.
Jackie ne cherchera pas plus loin. Sa santé est fragile, il n'a plus la force de se battre. Il finit même par se persuader que c'est une bonne solution. Sa mère restera chez elle, elle sera à l'abri du besoin et entourée par les siens. Voilà, ils ont pris possession de la maison immédiatement. Ils étaient arrivés d'abord, ils étaient tous les deux. Après, il est arrivé le fils. Après, il est arrivé un autre frère. Et au fur et à mesure, ils ont construit, ils sont installés. On n'était plus chez nous. Pour le réveillon de l'an 2000, Frédéric est invité à la villa. Il garde un souvenir très précis de cette soirée. Elle était toute seule dans son coin, dans la chaise roulante, et c'est ça qui m'a fait de la peine. Parce que j'ai réagi après. J'ai dit comment on peut faire la fête en laissant ma grand-mère comme ça toute seule. L'état de santé de Liliane se dégrade de jour en jour. Il est question de la placer dans un lieu adapté. Le 2 août 2002, Jackie et Babette sont convoqués par une assistante sociale. Elle souhaite qu'ils participent au paiement de la maison de retraite. Si la maison était viagée, elle avait une rente mensuelle. Donc l'assistante sociale n'a pas compris pourquoi on nous demandait quelque chose. Elle a dit écoutez, moi je ne vous demande rien parce que vous n'avez pas les revenus pour l'aider. Mais par contre, vous allez trouver le notaire qui a fait le viager à votre mère, étudier ce viager. Et elle nous a dit ne vous laissez pas faire, défendez-vous parce que tout me laisse penser qu'il y a un détournement d'héritage. C'est grâce à l'assistante sociale que je me suis réveillé. Babette écrit immédiatement au notaire. Quelques jours plus tard, elle reçoit la copie du viager. Avec son mari, ils étudient attentivement le document. Première ligne et premier élément troublant, la date de signature de l'acte. J'ai vu marquer l'an 1990, le 29 octobre. Le 29 octobre, elle était à l'hôpital avec une attaque cérébrale et paralysie. Comment se fait-il qu'elle a fait un truc comme ça à l'hôpital? Autre page, autre interrogation. Où j'ai commencé à avoir des soupçons, je vous l'avoue franchement, c'est quand j'ai vu marquer l'acquéreur a déjà versé la somme de 161 443 francs, hors la comptabilité du notaire, c'est-à-dire hors la vue du notaire. Cette somme a-t-elle bien été versée? Impossible à savoir. Quelques pages plus loin, Jackie bloque sur le prix d'achat. 530 000 francs, une maison comme ça avec une piscine et... Et la valeur du terrain? Sans compter 2500 mètres de terrain. Connaissant ma mère, avec son caractère en état normal, on ne lui prenait pas 10 francs. Alors, Maître Michel. L'immeuble a été vendu en viager 90 000 €, puisque dans un viager, on estime la valeur de l'immeuble et puis on divise le bouquet et la rente jusqu'à ce qu'une personne soit décédée, mais on doit estimer le prix. Là, le prix est fixé à 90 000 €, alors que, d'après les renseignements qu'on nous a mis, l'immeuble vaudrait 300 000 €. Dans ce cas-là, la sanction peut être l'annulation. Et effectivement, ce prix semble dérisoire. En effet, Liliane a acheté cette maison en 87 pour 570 000 francs. Elle l'a revendue 12 ans plus tard pour 17 000 francs de moins. Mais le plus troublant reste le lieu où a été signé le viager. J'arrive à la dernière page et là, je vois marqué « Fait et passé au 78 boulevard Victor Hugo ». 78 boulevard Victor Hugo, c'est l'hôpital. J'ai pensé qu'il y avait abus de faiblesse. Là, c'était sûr, oui. Alors là, j'ai compris qu'il y avait détournement d'héritage et que j'aurais rien. Jackie dépose 2 plaintes. La première, le 7 janvier 2003 pour escroquerie. La deuxième pour abus de faiblesse, le 4 avril 2003. Une expertise est ordonnée. Elle est rendue le 15 mai 2003. Elle est sans équivoque. En 99, année de signature du viager, Liliane avait une détérioration cérébrale vasculaire secondaire. Elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif. Les traitements étaient lourds. Pire, aucune autorisation n'avait été demandée, surtout avec la lourdeur de la pathologie présentée par la patiente. Docteur Courtois, au vu du dossier médical, même si vous n'étiez pas là, des différentes attaques qu'a eu cette dame, pensez-vous, en votre âme et conscience, et avec les réserves évidemment d'un médecin qui n'était pas sur place, qu'elle était
en état de signer des papiers aussi importants que celui-ci? On a un rapport d'expertise puisque le procureur de la République a demandé à un médecin ce qu'il pensait du dossier, ce qu'il pensait de l'état de cette personne. Au moment de l'hospitalisation, donc quand elle a signé, il est décrit qu'elle avait des troubles du comportement tels qu'elle ne pouvait plus faire de rééducation. Donc si vous ne pouvez plus suivre des séances de rééducation, je ne vois pas comment vous pouvez intellectuellement signer. Pourtant, les 2 plaintes seront classées sans suite, les faits étant prescrits. Babette demande donc conseil à son avocat. Il m'a dit, il y a ce dossier, il sent l'escroquerie, l'abus de faiblesse et détournement d'héritage. Malheureusement, faute de moyens, ils ne pourront pas lancer la procédure. Nous sommes fin 2003, Yvonne est placée en maison de retraite. Babette, Frédéric et Jackie lui rendent visite. Elle n'avait pas de poste, elle n'avait pas de dentifrice, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle était face à un mur. Déjà, ça m'a fait un choc, parce qu'elle était comme ça, sur le lit. Enfin, vraiment, ils l'ont mis comme un chien, comme un... Ça m'a fait mal. Babette va demander des explications à la directrice. Alors la directrice m'a dit, mais à quel titre prenez-vous parole? Et là, j'ai dit, au titre de la belle-fille et de son fils. Et la directrice elle-même a dit, mais nous ne savions pas que Madame Cox avait un fils. Et alors j'ai demandé, mais qui s'occupe de Madame Cox, des papiers et de ses besoins personnels? Elle m'a répondu, ce sont sa seule famille. Quelque temps plus tard, Liliane rentre chez elle à la villa. C'est par téléphone qu'ils prennent de ses nouvelles, mais un jour, plus rien. On suppose que c'est eux. On fait couper la ligne. Alors que ma belle-mère, ça faisait depuis 1968 qu'elle avait le même numéro. Selon Babette, Liliane serait devenue injoignable. Quelques mois plus tard, elle apprend par des amis que sa belle-mère serait à nouveau dans une maison de retraite. Mais laquelle? Elle tente de la retrouver. J'ai écrit à la mairie pour savoir où elle était. On m'a dit qu'on ne savait pas. J'ai écrit à la sécurité sociale pour savoir où elle était. On ne savait pas. J'ai écrit à la recherche des familles à Nice. Pas de réponse. Et là, mon mari est rentré à l'hôpital, où il était à l'article de la mort. Mon fils, n'en parlons pas. Donc j'ai un petit peu baissé les bras. Nous sommes le 24 janvier 2007. Ce jour-là, Babette apprend le décès de sa belle-mère. Je disais, mais c'est pas possible qu'on puisse la prendre par un ami de la famille. Donc on s'attendait quand même qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Personne. Personne nous a contactés. Oh ben là, j'ai eu la haine pour ces gens-là. Là, oui. Je me suis dit, ils sont vraiment pourris, quoi. C'était dégueulasse, quoi. C'est horrible ce qu'ils ont fait, de ne pas nous prévenir, de ne pas prévenir mon père, déjà, en ligne directe. J'aurais souhaité être avec ma mère au dernier moment, quoi, de se dire au revoir, quoi, c'est sûr. Ah ben, j'ai toujours pas fait le deuil. Enfin, le deuil, j'ai toujours pas... Je culpabilise, d'ailleurs. Je reconnais que je culpabilise. Un an plus tard, ils ne savent toujours pas de quoi est morte Liliane. Ils ne comprennent pas non plus comment elle a pu signer un viager alors qu'elle était à l'hôpital et en mauvaise santé. Il est grand temps d'aller demander des explications aux membres de la famille. Babette se rend à la villa. Elle est équipée d'une caméra cachée. Babette rentre immédiatement dans le vif du sujet, le viager. Il s'est senti spoli. Mais c'est normal, mais je comprends. Les choses ont été faites, le viager à votre manière et à la manière de Liliane. Ah non, c'est pas à notre manière ou à la manière de Liliane. C'est un notaire. Hein. C'est le notaire. Tout a été fait officiellement, voilà. Vous le savez. Voilà, par le... Les papiers, on les a. Moi, je voulais justement, parce que c'était la famille, que tout soit fait dans les règles. D'accord. Elle avait pas de maladie, elle avait rien. Rien, à part compte tenu de son état. Des escarres. Beaucoup d'escarres. Il lui fallait beaucoup de kiné. Elle avait toute sa tête, quoi. En fait. Mais complètement. Et si tu veux, même elle. Elle était lucide. Mais plus que lucide. Selon eux, Liliane a donc toujours été en bonne santé. Elle n'a même jamais été malade. À son retour, Babette raconte tout à son mari. Elle nous livre ses premières impressions sur cette conversation.
Je n'ai jamais eu de haine dans ma vie, mais ce que j'ai entendu ce soir concernant ma belle-mère, tout ce qu'ils ont dit, c'est du faux. Malgré leur maladie, Frédéric et Jackie sont prêts à se battre. Ils pourront s'appuyer sur Babette, qui a fait une promesse à sa belle-mère, ne plus jamais baisser les bras. Elle a tellement été généreuse, elle a tellement été... ça a été une femme formidable que tout le monde semblait aimer. Et finalement, elle est partie dans l'indifférence et l'incognito, mais totale. Et elle ne méritait pas ça. Et elle est certainement partie sans savoir ce que l'on avait fait à son fils. Et pour moi, c'est un défi que je me lance, rien que pour sa mémoire. Pour relever le défi que se sont lancés Jackie et Babette, il n'y a qu'une solution, joindre ce proche de la famille. 3 points nous apparaissent litigieux dans cet obscur dossier. Comment a-t-on pu faire signer un aussi mauvais viager à une femme très malade? Comment un notaire a-t-il pu valider le versement d'un bouquet, soit un prix garanti dont il n'a jamais vu la couleur? Enfin, comment cette maison a-t-elle pu être vendue à un prix plus bas qu'elle n'avait été achetée 10 ans auparavant? Ce sont ces questions que nous allons aborder maintenant avec ce proche. Et juste après, suivez les déconvenues d'une mère de famille expulsée de son domicile par sa propre fille. Du jour au lendemain, ma mère s'est retrouvée dehors en rentrant de vacances. Elle avait su changer les serrures, il lui avait interdit carrément de rentrer chez elle. Mais avant cela, joignons le proche de Jackie, celui qui l'aurait spolié de son héritage. Allô? Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, je me présente. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je suis aux côtés de Babette et de Jackie, qui nous parlent d'une histoire de viager où ils semblent être un petit peu embêtés. Oui. Donc voilà ce que nous savons et j'aimerais vraiment que vous puissiez me donner votre version des faits. Il semblerait donc qu'il y ait eu un viager signé entre la maman de Jackie et vous-même. Exact. Donc ça, on est d'accord. Est-ce que ce viager a été signé en présence d'un notaire à l'hôpital? Mais bien sûr que oui. D'accord. Alors, il semblerait dire que la maman n'était peut-être pas en état de signer à cette époque. Mais bien sûr que si. Bon. C'était en présence d'un médecin et c'était même à l'hôpital que ça a été fait. D'accord. Il semblerait également dire qu'ils ne savent pas où serait passé le bouquet. Ah bah écoutez, il a été versé par chèque systématiquement et on en a fait une photocopie sur les conseils du notaire de chaque chèque au nom de Madame Cox. Parfait. Alors, autre point. Cette maison, elle a été achetée, je crois, en viager, 570 000 francs. Oula, honnêtement, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Ce proche de la famille ne semble plus se rappeler du prix anormalement bas qu'il a payé pour cette maison. En revanche, il se souvient très bien de la présence d'un médecin, en plus du notaire. Outre la mémoire sélective de ce monsieur, Jackie et Babette nous ont présenté une version contradictoire. Et effectivement, l'acte notarié semble comporter quelques bizarreries que nos avocats vont relever au risque de contrarier ce proche. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cet acte que vous avez passé devant notaire. Vous oui, dites, j'ai pris un notaire. Non mais... Madame, je vous interromps, maître. Je ne suis pas notaire et j'ai bien été obligé... J'ai bien compris et vous avez eu raison. De toute façon, on ne peut pas faire ces contrats sans notaire. Monsieur, personne ne vous reproche rien. Je vous signale simplement, voilà, c'est ce qui nous amène à vous appeler aujourd'hui. Maintenant, il y avait un notaire, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui, vous voyez, par exemple, un exemple, maître Olivier, monsieur dit un médecin était là, ce qui est obligatoire. Pourquoi le notaire ne l'a pas consigné? Alors voilà, et c'est là où je veux en venir. Je ne suis pas du tout en train de vous jeter la pierre, monsieur. Mais laissez-moi parler, sinon on n'y arrivera pas. Bon, je suis en train de vous dire que vous vous êtes fait assister d'un notaire, puisque le notaire, pour vendre une maison ou faire un viager, c'est obligatoire. Le notaire ne dit pas dans l'acte qu'il est à l'hôpital au moment où il passe l'acte et où il le fait signer. Le notaire ne s'assure pas, dans le cadre de l'hôpital, que la vendeuse est capable. Ensuite, il ne vérifie pas, semble-t-il, en tout cas il ne le mentionne pas dans l'acte, que le bouquet ait été payé. Et si un tribunal met bout à bout tous ces arguments, la vente, il y a au moins 3 moyens de droit pour qu'elle soit aujourd'hui annulée. Alors, maître Michel vous explique. Voilà, il faut que vous m'expliquiez quelque chose, monsieur. Quel était l'intérêt de cette dame, à cette époque, qui était à l'hôpital, qui a un fils, qu'elle n'avait aucune raison de déshériter, quel était son intérêt de vendre en viager? Et le tribunal dira, il y a une seule personne qui avait un intérêt, c'est vous.
Et à partir de ce moment-là... Non, mais ça, l'intérêt, c'est que compte tenu de ce qu'ils avaient en retard et qu'ils ne me regardent pas, même si je le connais, ils avaient pu suffisamment, et pour s'en sortir, et pour vivre. Donc, ils ont décidé de mettre cette maison en vente viagée. Alors, simplement, comment se fait-il que la maison ait été rachetée moins cher qu'elle avait été achetée la première fois? Sachez deux choses, c'est que non seulement on s'est fié, donc il n'y a pas eu ni, comme vous semblez le laisser sous-entendre, ni fraude, ni malversation. La maison a été estimée par le notaire et par un agent immobilier. On a refait faire une estimation par un autre agent immobilier. D'accord. Quelque part, moi, si vous voulez, j'ai signé. Hein, d'accord. Ce proche s'abrite donc derrière la famille pour justifier sa bonne affaire, en oubliant que le fils, Jackie, héritier de droit, s'est retrouvé quant à lui spolié. Un réel différend oppose donc ces deux hommes. Un différend qui nécessite, après 10 ans de conflit, une solution. Lui, il souhaite quoi? Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de l'argent? Bah déjà, madame... Moi, je demande une régularisation. Alors, c'est-à-dire? Régularisation du viager. On est d'accord avec lui. Donc voilà, ce qu'il est en train de vous dire, c'est soit, effectivement, personne ne se met d'accord, et c'est tout à fait votre droit, monsieur, Dieu merci, et c'est au juge de trancher, soit vous trouvez un accord à l'amiable tous les deux, mais lui dit, je ne peux pas être complètement spolié vu les conditions. Donc je crois qu'effectivement, il est plus simple qu'on se voit, comme je l'ai maintes et maintes fois proposé. Tout à fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Sauf une chose, monsieur. Maintenant que la maison n'est pas été vendue à son juste prix. Monsieur, on a le notaire en ligne. Téléphone. Oui, bonjour maître, merci beaucoup, pardonnez-moi de vous déranger, je vous explique. Il s'agit, comment s'appelait votre maman? De Madame Cox, du viager de Madame Cox. Ça vous dit quelque chose? C'est un nom qui me dit quelque chose, mais ça date de combien? De 15 ans, non? 99. Ah oui. Alors, cette dame, vous avez signé, vous ne devez pas le faire souvent, parce que, oh, Dieu merci, ça n'arrive pas trop souvent, vous avez signé le viager sur son lit d'hôpital. Vous vous en rappelez? Oui, vaguement, mais enfin, oui. Bon, alors, cette dame était très mal en point, et ce qui est étonnant, c'est que celui qui a bénéficié du viager nous dit il y avait un médecin qui était là ce jour-là pour attester qu'elle avait la capacité mentale de signer cet acte, et sur l'acte lui-même... Ça me dit quelque chose, parce que voilà. je l'ai fait peut-être une fois dans ma carrière, ou 2 fois dans ma D'accord. carrière. Alors... Je m'aperçois effectivement, surtout quand on signe à l'extérieur, à l'hôpital, hein, quand on s'aperçoit que la personne est vraiment faible, on se fait assister, on demande un certificat médical d'un médecin. Voilà, et donc là, il n'y a pas de certificat médical. Non, mais enfin, il y a eu, sans doute, il y a quelque chose. Non, mais il n'y a rien sur l'acte. Sur l'acte, il n'y a rien de marqué. Mon cher maître, bonjour. Marine Olivier, avocat. Dans l'acte, nous sommes très étonnés. Il n'y a pas indiqué que l'acte a été rédigé à l'hôpital. Il n'est pas indiqué que vous êtes enquéri de la santé mentale de la dame. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait un médecin. Non, Ah bah non, ça c'est ce que dit l'acheteur. Vous ne dites pas qu'il y avait un médecin. Voilà, on vous demande à vous, s'il y avait eu un médecin, vous l'auriez marqué. Oh, certainement. C'est votre boulot. On est d'accord. Bon, on vous dit ça parce qu'il y a eu en fait une expertise de cette dame quelques jours avant la signature, et l'expertise demandée par le procureur stipule qu'elle n'était pas, un docteur vous parle, qu'elle n'était pas incapable de signer. C'est pour ça. Docteur Courtois, oui, si vous voulez, 10 jours avant, on a des documents, puisqu'il y a eu une expertise sur le dossier médical, comme quoi elle avait des troubles du comportement qui lui permettaient même pas de faire des séances de kinésithérapie, et surtout qu'elle avait un syndrome dépressif majeur qui empêchait toute décision. Oui. Voilà, ça c'était quelques jours avant la signature, c'est pour ça qu'on voulait vous demander ça. Deuxième point, maître, cette maison a été vendue en viager, donc on fixe un prix, d'accord? Oui. Il se trouve que le prix de vente de la maison est inférieur au prix d'achat. C'est-à-dire qu'elle a été vendue moins cher qu'elle n'avait été achetée la première fois. 10 ans auparavant. Est-ce que... Ça me paraît bizarre. Mais c'est pourtant ce qui est marqué sur l'acte également, maître. Le problème là-dedans, est-ce que cette personne qui est décédée, je suppose maintenant, non? Oui. Hein? Est-ce qu'elle avait des héritiers? Oui, eh oui, c'est pour ça, bien sûr. La vente a été faite au profit d'une tierce personne. Voilà. Oh, alors là, vous savez, ça m'étonne quand même un peu, parce que dans ces cas-là, bon, on est un peu méfiant, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on se permet de vous appeler. Je m'étonnais beaucoup, mais il faut que je ressorte le dossier, moi je vais retourner voir un peu. Il faudrait me dire, hein. Bon, en tout cas, il y a ces 3 points, monsieur, dans l'acte. Hein. Donc, essayez de voir, on va vous donner les coordonnées, je vous passe quelqu'un, et nous-mêmes, on va se tourner vers l'étude. D'accord. Merci, maître. Merci. Merci d'avoir participé à l'émission, merci. Au revoir.
Alors, est-ce que... Donc, vous avez entendu ce qu'a dit le notaire? Oui. Bon, vous voyez que lui-même trouve ça assez bizarre. Il ne s'en rappelle plus, mais il dit c'est pas dans les... Il est comme moi, ouais. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, monsieur, je vous passe quelqu'un, comme ça il vous laisse nos coordonnées. Après, il y a deux solutions. Hein. On arrive à trouver un accord. Vous arrivez du moins à trouver un accord avec ce monsieur. Soit, sinon après, on a une belle justice en France. Chacun pourra faire valoir ses droits. Allez, je vous passe quelqu'un. Merci de nous avoir parlé, monsieur. Merci. Merci. Ne raccrochez pas, je vous passe quelqu'un. Bon. Voilà. Bernard Sabat est en train de parler. Peut-être qu'il serait bon que vous alliez le rejoindre pour commencer à amorcer cette négociation. Et je suis à peu près certain qu'on va trouver une solution. D'accord? Si. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Hors antenne, Bernard Sabat, aidé de Jackie, a poursuivi la conversation dans l'espoir d'une négociation à l'amiable. Qu'ont-ils pu obtenir? Ils reviennent sur notre plateau pour nous l'annoncer. J'ai fait une proposition en accord avec Jackie. L'enveloppe pourrait être aux alentours entre 120 000 euros et 150 000 euros. On devrait être dans ces zones-là. Ils ont demandé le week-end pour réfléchir et éventuellement que lundi matin, Babel, ce soit vous qui appelez pour qu'ils vous disent quand est-ce que vous pouvez vous voir pour éventuellement contractualiser cet accord avec évidemment les deux avocats. Un avocat pour vous et un avocat pour eux. Ça pourrait vous convenir? C'est vrai que vous l'avez trouvé dans un esprit de dialogue? Absolument, oui, bien. Bon, donc il y a quand même un bel espoir là. Oui. C'est pas gagné, mais ils vont réfléchir, mais je pense qu'on est en bonne voie. Je voulais tous vous remercier parce que vous êtes formidables, vous nous avez mis à l'aise. Merci beaucoup, mais voilà, on l'a fait avec plaisir. On va continuer à le faire tant que ça ne sera pas fini. De toute façon, on reste en contact et amitié à votre enfant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.